Je suis assise seule dans ma voiture, garée devant les pompes funèbres Wilson. Mes mains tremblantes serrent mon téléphone. L'écran devient flou à travers mes larmes, mais la conversation reste affichée, comme une blessure à vif. Mon message, Chloé est décédée. Les funérailles auront lieu dans 3 jours. La réponse de Megan, un seul mot. D'accord. Pas je suis désolée. Pas je viendrai. Juste, d'accord. Mon téléphone sonne, me faisant sursauter. Le nom de maman s'affiche à l'écran. Après des heures de silence, elle appelle enfin. J'appuie sur le haut-parleur, incapable de faire confiance à ma voix, incapable de porter l'appareil contre mon oreille. Lorraine, sa voix emplit l'habitacle, trop vive, trop légère pour ce que cette journée représente. Je suis là, je murmure. Chérie, à propos des funérailles, elle hésite, et quelque chose dans cette pause me glace le sang. Nous ne pourrons pas venir. Nous avons déjà promis d'aider Megan pour sa pendaison de crémaillère. Les mots restent suspendus dans l'air. Mon esprit refuse de les comprendre, comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère. Sa pendaison de crémaillère, je répète, non pas comme une question, mais comme une affirmation incrédule. Cela fait des semaines que c'est prévu, poursuit maman, sa voix prenant ce ton défensif que je connais trop bien. Tu sais à quel point cette maison est importante pour elle. Plus importante que Chloé. Plus importante que les funérailles de ma fille. Mon enfant est morte, les mots m'écorchent la gorge. Et nous sommes vraiment désolés pour ça, dit-elle, sur un ton qui évoque davantage une gêne qu'une tragédie. Mais Chloé n'aurait pas voulu que nous décevions Megan. Tu sais comme elle est sensible. Le souvenir m'envahit. Chloé, dans son lit d'hôpital, il y a tout juste une semaine. Si frêle, et pourtant toujours lumineuse, obstinée, rayonnant de cette lumière têtue qui lui appartenait. Ses petits doigts faisaient courir les crayons de couleur sur le papier, dessinant des images joyeuses pour les infirmières, devenues comme une famille. Madame Abby aime les licornes violettes, m'avait-elle dit avec sérieux, la langue coincée entre ses dents, concentrée. Et le docteur Miller a besoin d'une fusée, parce qu'il m'a dit que son fils adore l'espace. Ce même jour, le médecin avait évoqué une possible rémission. Les premiers mots d'espoir depuis des mois. J'étais sortie dans le couloir, les doigts tremblants en composant le numéro de maman, pour partager ce qui ressemblait au premier souffle après une longue noyade. C'est super, ma chérie, avait-elle dit, distraite, tandis que j'entendais des vers s'entrechoquer en arrière-plan. J'aide Megan à choisir les rideaux de sa nouvelle maison. Les bleus rendent le salon trop sombre, tu ne trouves pas? J'avais murmuré quelque chose d'évasif et je m'étais tournée à nouveau vers Chloé, vers ce qui comptait vraiment. Puis est venue cette nuit-là. Les machines qui se sont mises à biper à 2 heures du matin, l'atmosphère soudainement chargée alors que les infirmières se précipitaient. Et dans les yeux du médecin, cette certitude terrible. À 2h20 du matin, j'ai tenu la petite main de ma fille pendant qu'elle s'éteignait. Les machines se sont tues. La pièce est restée vide, à l'exception de ce vide insondable, là où aurait dû résonner le rire de Chloé. Je suis restée assise pendant des heures, incapable de bouger, refusant de lâcher sa main, car alors ce serait réel. Lorsque la lumière du matin s'est glissée à travers les stores, une infirmière, Abby, avec son stylo licorne violette, a posé une main douce sur mon épaule. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous ?» m'a-t-elle demandé. Mais il n'y avait personne. Pas vraiment. Juste moi. Je ne comprends pas, dis-je maintenant dans le téléphone. C'est l'enterrement de ta petite fille. Maman pousse un soupir. Lorraine, tu exagères. Chloé a été malade si longtemps. Tu as eu le temps de te préparer. La colère éclate, soudaine et brûlante, elle m'arrache le souffle. Je raccroche sans un mot et compose aussitôt le numéro de Megan. Allô? Ma sœur semble agacée, comme si je venais d'interrompre quelque chose d'important. Maman dit que tu organises une pendaison de crémaillère le jour de l'enterrement de Chloé. Ma voix ne me ressemble même plus, rauque à force de pleurer, vidée par l'incrédulité. La date a été fixée depuis des semaines, répond Megan d'un ton plat. Elle est déjà morte. Elle ne se soucie pas du moment où elle sera mise en terre. Moi, je suis vivante et je veux célébrer ma nouvelle maison. Le téléphone manque de glisser de mes doigts engourdis. Je pense à Chloé, il y a quelques mois à peine, feuilletant de vieux albums photos, pointant des images de la maison de grand-mère, là où Megan vit désormais. Si la maison de grand-mère peut rendre quelqu'un heureux,
Elle aimerait sûrement ça, non? Avait-elle demandé, avec une sagesse qui dépassait son âge, même à ce moment-là. Je raccroche sans répondre. Quel mot pourrait bien faire face à une telle cruauté? Je fixe l'entrée du funérarium, ses colonnes imposantes, ses portes en bois sombre. À l'intérieur, il prépare le corps de ma fille, pendant que sa propre famille prépare une fête. Quelle sorte de famille, je murmure dans la voiture vide, choisit une pendaison de crémaillère plutôt que les funérailles de leur propre chair et sang. La question reste sans réponse, suspendue dans l'air, alors qu'une détermination froide remplace peu à peu le chagrin sur mon visage. Mes mains cessent de trembler. Je reprends mon téléphone, mais cette fois, je compose un autre numéro. Bonjour, est-ce que je suis bien au commissariat? J'aimerais signaler une utilisation non autorisée de ma propriété. Le poids de mes vêtements de deuil pèse lourd alors que je m'assieds face à David, l'avocat de ma grand-mère depuis 30 ans. Son bureau sent les vieux livres et le café, un réconfort familier dans un monde soudain privé de tout. Ma robe noire porte encore le parfum délice du service funèbre de Chloé. Je suis désolée de vous avoir fait venir aujourd'hui, Lorraine, en ce jour si particulier. Les lunettes de David glissent le long de son nez tandis qu'il fouille un dossier en carton. Mais après votre appel, j'ai sorti immédiatement les documents de votre grand-mère. Je hoche la tête, incapable de prononcer un mot, la gorge à vif. Il y a 4 heures, j'ai vu, seul, leur cercueil descendre dans la terre. Le voilà. David fait glisser un document sur son bureau en acajou. L'acte de propriété de la maison de votre grand-mère est toujours à votre nom. Le transfert vers votre sœur n'a jamais été. Les mots me frappent comme un coup physique. Ce n'est pas possible. J'ai donné les clés à Megan l'an dernier. Donner les clés n'est pas la même chose qu'un transfert légal. David tapote le document du doigt. D'après mes archives, vous avez dit que les papiers pouvaient attendre. Un souvenir refait surface. Maman et Ted, mon beau-père, assis à ma table de cuisine 3 semaines après les funérailles de grand-mère, leur voix pressante, insistante. Megan a besoin d'un nouveau départ après cette rupture compliquée, avait dit maman, remuant son thé avec des gestes rapides et nerveux. Tu sais combien elle aimait cette maison. Elle devrait rester dans la famille. Ted avait ajouté, d'un ton raisonnable, bien rodé, tu as ta propre maison, Megan n'a rien. J'étais encore engourdie par le chagrin, je trouvais encore les aiguilles à tricoter de grand-mère dans des endroits improbables de la maison, je sentais encore son parfum sur les coussins du canapé. D'accord, ce mot était tombé de mes lèvres, pressé d'en finir avec cette conversation. Elle peut l'avoir. Les papiers peuvent attendre que les choses se calment. J'avais remis les clés le lendemain, soulagé qu'une responsabilité de moins quitte mes épaules. La voix de David me ramène au présent. Lorraine, ils t'ont mise sous pression pendant la maladie de ta fille. Est-ce que tu t'en rends compte? Ces paroles transpercent le brouillard de mon esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière discussion concernant le transfert du titre de propriété remonte à 5 mois. Juste après le diagnostic de Chloé. Il retire ses lunettes et les essuie avec un mouchoir. Tu avais répondu que tu avais besoin de temps. 5 mois plus tôt, quand mon monde s'était effondré, quand un médecin m'avait prononcé doucement ce mot, leucémie. J'avais complètement oublié la maison, je murmure. David dépose un autre dossier devant moi. Tu m'as aussi demandé de rassembler tes relevés financiers. Mes mains tremblent en l'ouvrant. Des relevés bancaires, 5 ans d'historique, classés avec soin. Les chiffres se brouillent, puis deviennent soudainement limpides avec une clarté insoutenable, un virement mensuel de $2000 vers le compte de ma mère. Régulier. Même pendant la maladie de Chloé. Mon Dieu. Je feuillette les relevés, mois après mois, page après page. Et là, je le vois, le virement envoyé la nuit où j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, corrigeant des manuscrits depuis une chaise à côté du lit d'hôpital de Chloé. Le virement envoyé la semaine où j'ai saturé toutes mes cartes de crédit pour acheter ces médicaments. Un autre document attire mon attention, un prêt automobile au nom de ma mère, daté d'1 mois après le diagnostic de Chloé. Une Mercedes de $42 000. Mon téléphone vibre, un message de ma mère. J'ai besoin d'un supplément ce mois-ci. L'assurance de la voiture a augmenté. Comment va Chloé? Mon estomac se noue. J'ouvre Instagram. Tout en haut de mon fil, une publication datant de 2 heures, pendant l'enterrement de Chloé, maman et Megan, verre de champagne levé bien haut, debout dans la cuisine de grand-mère.
Le miroir ancien de grand-mère reflète leur visage souriant. Nouveau départ. Maison bénie. Je fixe leur visage. Je fixe l'heure. Ce n'était pas une négligence, ni un mauvais timing. C'était intentionnel. On frappe à la porte du bureau. La secrétaire de David passe la tête, votre ex-mari est là. Il dit qu'il vous cherchait. Derek entre dans la pièce. Ses yeux sont rouges, sa veste froissée après la cérémonie. Contrairement à ma famille, lui, il est venu. Il m'a tenu la main pendant qu'on descendait notre fille dans la terre. Lorraine. Sa voix se brise en prononçant mon prénom. Je suis allée chez toi, mais tu n'y étais pas. J'étais inquiet. Tu savais? Je lui tends mon téléphone, l'écran ouvert sur la publication Instagram. Tu savais qu'elles ne sont pas venues à cause d'une fête? Le visage de Derek se durcit en prenant le téléphone. Bon sang. C'est aujourd'hui? Une nouvelle notification s'affiche, un courriel de mon locataire, celui du petit bien immobilier hérité de mon père, ma seule source de revenus stable pendant la maladie de Chloé. Quelqu'un se faisant passer pour votre mère a appelé. Elle m'a dit que vous étiez mentalement instable depuis la mort de votre fille et que je devais désormais lui envoyer les loyers. Je voulais vérifier directement avec vous. La pièce tourne, puis se stabilise, d'une clarté tranchante. Ils ne m'ont pas seulement abandonné au pire moment de ma vie, dis-je en me levant, ils ont essayé d'en tirer profit. David ouvre un tiroir de son bureau et me tend les clés de la maison. Elles sont légalement à vous. Que voulez-vous faire? Je referme les doigts sur le métal froid. Au loin, j'entends les sirènes se rapprocher. Jusqu'où irai-je pour tenir tête à une famille qui m'a trahi quand j'étais la plus vulnérable? Pardonnerai-je l'impardonnable ou tracerai-je une ligne qu'on ne pourrait plus jamais franchir? La réponse arrive avec les hurlements des voitures de police. Mon téléphone vibre pour la 5e fois de la journée. Je le laisse trembler contre le plan de travail de la cuisine, le regardant glisser petit à petit vers le bord à chaque nouvelle notification. Encore un autre singe volant envoyé pour accomplir les volontés de ma mère. Lorraine, ma chérie, tout le monde s'inquiète pour toi. La voix de ma tante Carole résonne dans ma messagerie. Ta mère dit que tu ne penses pas clairement. Le chagrin peut nous pousser à faire des choses qu'on regrette. Laisse tomber cette histoire de maison. Je supprime le message sans répondre. Le téléphone émet un autre bip, un texto, cette fois de Megan. Certaines personnes sont juste toxiques. Les couper de sa vie, c'est prendre soin de soi. Limite bénie. Nouveau chapitre. En dessous de son poste, une photo d'elle, allongée dans ce qui était autrefois la véranda de ma grand-mère. Je pose le téléphone face contre le comptoir. Une autre lettre recommandée de son avocat repose à côté, toujours non ouverte. La moitié du quartier pense que je fais une dépression. L'autre moitié sait exactement ce qui s'est passé. Madame Rivera a traversé la rue hier quand elle a vu ma mère s'approcher, puis elle est venue frapper à ma porte 1 heure plus tard, avec une cocotte à la main et une solidarité silencieuse dans le regard. J'ai vu ce qu'elles ont fait, avait-elle simplement dit. La famille de mon mari n'est pas venue non plus à l'enterrement de notre fils. La tombe de Chloé est encore fraîche. L'herbe n'a pas encore repoussé sur la terre retournée. Je m'agenouille devant la petite pierre tombale, caressant son nom du bout des doigts. Je t'ai toujours appris à être gentille, ma chérie, je murmure, en déposant un petit bouquet de marguerites contre la pierre froide, mais je ne t'ai jamais appris à te défendre. Je ne referai plus cette erreur. Ces mots me surprennent par leur clarté. Pendant des semaines, je n'ai ressenti qu'un vide douloureux, là où aurait dû battre mon cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau émerge sous le chagrin. Quelque chose qui a des contours. Ce que j'entends, dit le docteur Matthew en se penchant légèrement sur sa chaise, c'est une lucidité remarquable sur ce qui s'est passé, et sur ce qui doit se passer maintenant. Je cligne des yeux, étonné par son observation. C'est inhabituel? D'après mon expérience, oui. La plupart des gens qui ont perdu un enfant et subi une trahison familiale ont du mal à séparer leurs émotions de leurs actions. Elle note brièvement quelque chose sur son carnet. Votre colère est légitime, Lorraine. Ce soir-là, je m'attaque enfin à la chambre de Chloé. Sa collection de pierres brutes est alignée sur le rebord de la fenêtre, chacune étiquetée de sa main soigneuse. Je dors toute la nuit sans me réveiller, sans pleurer. Je me lève à l'aube avec quelque chose de stable dans la poitrine. Pas la paix,
c'est trop solide pour ça. De la détermination. Le visage de ma mère, lorsqu'elle ouvre la porte, est un mélange étudié d'inquiétude feinte. Lorraine, ma chérie. J'étais tellement inquiète. Elle tend les bras vers moi, mais je ne les rejoins pas. Arrête ton cinéma, maman. Sa tasse s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Pardon? Je t'ai soutenu financièrement pendant des années, pendant que tu me sapais dans l'ombre. Ma voix est calme, étonnamment stable. Des virements mensuels, même quand Chloé était malade. Nous sommes une famille, dit-elle, comme si cela excusait tout. Tu as choisi une fête plutôt que les funérailles de ta petite fille. Son visage se durcit, son masque de sympathie glisse. Tu repars encore là-dessus? Lorraine, Megan attendait des gens de l'extérieur. Elle change de stratégie, les larmes lui montant aux yeux. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, dis-je doucement. Après tout ce que tu as fait. Derek me rejoint au cabinet de l'avocat, faisant glisser un dossier de l'autre côté de la table. La maison est toujours à ton nom. Le testament de ta grand-mère est clair. Et les relevés financiers? Il hoche la tête. Relevés bancaires montrant des paiements réguliers à ta mère depuis 5 ans. Des emails prouvant qu'elles étaient au courant des funérailles. Sa mâchoire se crispe. Lorraine, elle prenait ton argent pendant que tu essayais de sauver la vie de notre fille. Mon téléphone vibre. Le groupe du 1000 trains m'informe qu'un dîner sera livré ce soir. Mon propriétaire m'appelle ensuite. Cette femme, ta mère, elle a appelé, disant que tu étais instable et que tu risquais d'endommager la propriété. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Mon patron appelle ensuite. Prends tout le temps qu'il te faut, Lorraine. Ton poste t'attendra. Une voiture de police se gare derrière la mienne, devant ce qui fut autrefois la maison de ma grand-mère. Le visage de Megan, quand elle ouvre la porte, passe de la surprise à la colère. C'est quoi, ça? Mademoiselle Parker, dit l'agent, nous sommes ici pour vous expliquer la situation légale concernant cette propriété. Pendant 10 minutes, les agents expliquent qu'elle habite là sans aucun droit légal, que je détiens les documents prouvant ma propriété. 48 heures, dit l'officier plus âgé. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. La colère de Megan explose, alors que les voisins observent derrière leurs rideaux. Je reste silencieuse, sans triompher, sans reculer. L'agent plus âgé s'arrête à côté de moi. Ma sœur a perdu un enfant elle aussi. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, madame. 2 jours plus tard, je suis assise seule dans le salon vide de ma grand-mère. La maison semble creuse, la présence de Megan effacée, mais rien ne l'a encore remplacée. Je fais glisser ma main le long de la bibliothèque et sens quelque chose caché derrière les vieux classiques que ma grand-mère aimait. Je le tire. Une feuille de papier cartonné pliée. Un dessin de Chloé, datant de plusieurs mois. Je le déplie avec des doigts tremblants. Une silhouette à bâton, avec une chevelure en bataille, se tient droite, les bras tendus, une cape rouge flottant derrière. Maman, est écrit en haut, de l'écriture de Chloé. Une super-héroïne. Les larmes montent à nouveau, mais elles sont différentes cette fois. Ce ne sont plus des vagues étouffantes de douleur, mais quelque chose de plus pur, de plus vif. Je ne vais pas seulement survivre à tout ça, Chloé, je murmure en pressant le dessin contre ma poitrine. Je vais te montrer ce qu'est la vraie force. Le fourgon de la société de sécurité s'éloigne du trottoir. 4 caméras surveillent désormais la propriété, une à chaque coin. Les mots du technicien résonnent dans ma tête, les caméras se connectent au stockage en ligne. Tout peut être supprimé à la banque. J'annule les virements automatiques vers le compte de ma mère. 5 ans de soutien mensuel prennent fin avec une seule signature. Derek m'envoie par mail la dernière pièce à conviction, des captures d'écran de notre conversation de groupe, le jour de la mort de Chloé. Mon message annonçant son décès. Leurs accusés de lecture. Les horodatages prouvant qu'elle l'avait vu, qu'elle savait, qu'elles avaient quand même choisi la fête. Cela devrait suffire, écrit-il. Elles ne pourront pas prétendre qu'elles ne savaient pas. Il est presque minuit. Mon téléphone vibre. Un message de ma voisine d'en face, tu dois venir tout de suite. Il se passe quelque chose à la maison. J'ouvre l'application de sécurité sur mon téléphone. La caméra en vision nocturne montre la voiture de Megan, garée à moitié dans l'allée, les phares éteints.
Elle se dirige vers la porte arrière, quelque chose à la main qui reflète la lumière de la lune. Le son du verre brisé résonne dans le haut-parleur. Une fenêtre qui éclate. Ma main ne tremble pas en composant le 911. Ma voix ne faiblit pas lorsque j'explique la situation. Et quand j'attrape mes clés et me dirige vers la porte, mon visage n'exprime que de la détermination. Ils m'ont déjà trop pris. Ils ne prendront plus rien. La vidéo de surveillance défile sur l'écran de mon téléphone, d'une clarté nette, indiscutable, pendant que je reste sur le trottoir, regardant 2 policiers s'approcher de la maison de ma grand-mère. La Toyota rouge de Megan est mal garée dans l'allée, en partie sur la pelouse. Madame ? L'officier plus âgé, Williams, si l'on en croit son badge, me désigne la maison. Vous avez dit que c'est votre propriété ? Je hoche la tête en lui tendant l'acte de propriété. Oui, elle appartenait à ma grand-mère. J'en suis la propriétaire légale. Le son d'un nouveau bruit de verre fend l'air nocturne, suivi de jurons étouffés. Restez ici, dit l'officier Williams, posant la main sur son étui à pistolet. Je reste près de la voiture de patrouille, le corps tendu, mais l'esprit étonnamment lucide. L'application de sécurité continue d'enregistrer chaque instant. La porte d'entrée s'ouvre brusquement. Megan sort en titubant, une batte de baseball pendue à sa main droite. Lorsqu'elle me voit, son visage passe de la surprise à la rage. Tu as appelé les flics contre ta propre sœur ? Elle fonce, mais l'officier Williams lui barre la route. Madame, laissez tomber la batte, maintenant. Elle hésite, puis la laisse tomber sur le perron. C'est ridicule. C'est ma maison. En fait, je m'avance, la voix posée, ce n'est pas le cas. Et les caméras de sécurité que j'ai installées la semaine dernière te montrent en train de briser les fenêtres avec cette batte. La bouche de Megan s'ouvre, ses yeux se tournent vers la petite caméra fixée sous l'avant-toit. Je veux porter plainte, dis-je à l'officier Williams, pour vandalisme et effraction. C'est désormais une affaire pénale, madame, répond-il à Megan, pendant que son partenaire lui lit ses droits. Le lendemain matin, maman se présente à mon appartement, les yeux rougis, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Je ne l'invite pas à entrer. Lorraine, ma chérie, ça a assez duré. Sa voix tremble. Les familles doivent rester unies. Moi, je t'ai pardonné quand tu as raté les pièces de théâtre de Chloé à l'école. Moi, j'ai tracé la limite lorsque tu as raté ses funérailles pour une pendaison de crémaillère. Elle tend la main. Je recule. Chloé n'aurait pas voulu cette division dans la famille. Elle était si douce. Ne fais pas ça. Ma voix devient un murmure tranchant. N'utilise pas le nom de ma fille pour me manipuler. Quelque chose change dans son regard. Le masque maternel glisse, révélant la froideur du calcul en dessous. Ses yeux se plissent. Tu as toujours été difficile. Trop sensible. Sa voix se durcit. Megan pourrait perdre son emploi à cause de tout ça. C'est ce que tu veux ? Ce que je voulais, dis-je en m'adossant à l'encadrement de la porte, c'était que ma mère me tienne la main pendant que ma fille rendait son dernier souffle. Ce que les gens veulent et ce qu'ils obtiennent sont souvent 2 choses très différentes. Dans l'après-midi, la vidéo éditée par Megan circule sur Facebook. Elle a assemblé des extraits des caméras de sécurité, soigneusement, en omettant la partie où on la voit brandir la batte. Les commentaires s'accumulent, principalement des membres de la famille, outrés par ma prétendue cruauté envers ma sœur devenue sans abri. Je ne réponds pas. Je ne me défends pas. Je n'explique rien. Derek m'appelle après l'avoir vu. Ton cousin Marc m'a demandé si j'avais vu ce que Lorraine avait fait. Je lui ai dit la vérité sur ce qui s'est réellement passé aux funérailles. Tu n'étais pas obligé. Quelqu'un devait dire la vérité, marque une pause. Tous ceux qui étaient aux funérailles de Chloé savent ce qu'il en est. Le soir venu, 3 mères de l'école de Chloé commentent la vidéo, partageant leurs témoignages. Elles parlent des sièges vides au premier rang, réservés à la famille, qui n'est jamais venue. L'infirmière en oncologie de Chloé écrit qu'elle est restée à mes côtés pendant les dernières heures, quand personne d'autre n'est venu. La vérité ressort sans que j'aie à intervenir, comme l'eau qui trouve toujours son chemin en descendant. Jeudi, mon avocat m'appelle. Les lettres de mise en demeure ont été livrées. Ta mère et ta sœur n'ont plus le droit légal de publier quoi que ce soit sur toi sur les réseaux sociaux. Merci. Autre chose. La fondation communautaire a appelé.
Ils veulent créer un fonds pour la recherche sur le cancer infantile au nom de Chloé. Ils ont déjà levé 12 000 $. Ma gorge se serre. Je ne savais pas. Apparemment, c'est Derek qui a aidé à organiser ça. Elle marque une pause. Et j'ai reçu plusieurs appels de gens voulant faire des témoignages de moralité pour toi, d'anciens voisins, les professeurs de Chloé, même un groupe religieux dont faisait partie ta mère. Je cligne des yeux, surprise. Les amis d'église de maman? Ils ont vu la vérité, Lorraine. Ils ne soutiennent plus sa version. Plus tard dans la journée, un autre message de ma voisine, tu devrais regarder les réseaux sociaux. L'employeur de Megan a répondu. Je trouve un communiqué du service de santé du comté, nous sommes au courant de la situation impliquant l'une de nos employées. Mademoiselle Bennett a été suspendue administrativement en attendant les résultats de l'enquête. Mon téléphone sonne presque aussitôt. Numéro de maman. Lorraine, sanglote-t-elle quand je décroche. Le groupe d'église commence à poser des questions. La sœur de ton père a vu la vidéo de Megan et m'a appelé. Notre réputation de famille. Maman, je l'interromps doucement. Ce n'est pas une question de réputation. Megan a été suspendue. C'est de ta faute. L'ancienne Lorraine se serait excusée. Elle aurait trouvé un moyen de prendre la faute sur elle. Non, dis-je simplement. C'est une question de choix. Après avoir raccroché, 3 notifications s'affichent sur mon téléphone, provenant de membres de la famille qui m'avaient condamné. Le message de l'oncle Jim est court, j'ai entendu ce qui s'est vraiment passé. Je suis désolée. Tu es sûre de vouloir faire ça? Mon avocate fait glisser les documents de l'autre côté de son bureau. Une fois signés, on ne pourra plus revenir en arrière. Je prends le stylo, observant les mots en gras en haut de la page, demande d'ordonnance restrictive. La voix de Chloé résonne dans ma mémoire. Maman, pourquoi tu laisses toujours tante Megan être méchante avec toi? Je n'avais pas de bonne réponse, à l'époque. Maintenant, je l'ai. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits une fois brûlés. Je signe mon nom d'une main ferme. Au moment où je termine ma signature, mon téléphone émet un son. Un message de mon beau-père, il faut qu'on trouve une solution, Lorraine. Tout ça est allé trop loin. Trop loin. C'est ainsi qu'ils appellent les conséquences. Pas une seule fois quelqu'un n'a mentionné les funérailles de Chloé, les chaises vides, leur absence quand j'avais le plus besoin d'eux. Leur seule préoccupation, c'est eux-mêmes. Je remets l'ordonnance signée dans les mains de mon avocate. Pour la première fois depuis la mort de Chloé, je sens le poids sur ma poitrine s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Ce n'était jamais à propos de la maison. Je gare ma voiture au bord du trottoir, observant le minivan de l'oncle Todd qui se gare derrière moi. Tante Melissa et ma cousine Jen en descendent, le visage figé dans une même expression de préoccupation feinte. Mon téléphone vibre, encore maman, 5e appel en 30 minutes. La porte d'entrée s'ouvre avant même que je l'atteigne. Ma mère est là, le maquillage déjà ravagé par les larmes. Lorraine, ma chérie, on est tous tellement inquiets. Je recule et les laisse entrer sans un mot. Ils défilent, maman, Todd, tante Melissa, oncle Dave, cousine Jen, oncle Pete. Pas de Megan, évidemment. Maman tente de saisir mon bras, mais je me décale juste assez pour que nos doigts ne se touchent pas. Asseyons-nous dans le salon, dis-je, d'une voix plus stable qu'elle ne devrait l'être. La pièce semble plus petite avec eux tous à l'intérieur. Ils prennent place sur le canapé, dans les fauteuils, comme des vautours attendant qu'un reste de vie s'éteigne. Lorraine. Todd commence, se raclant la gorge. Depuis que tu as cessé ton soutien financier, nous avons eu des difficultés. Je ne réponds pas. J'attends. On ne voulait pas en parler dans un moment aussi délicat, ajoute Jen, d'une voix douce comme le poison, mais nous nous inquiétons pour ta santé mentale. Le chagrin peut altérer le jugement. Maman s'essuie les yeux avec un mouchoir. D'abord, j'ai perdu ma petite fille. Maintenant, j'ai l'impression de te perdre toi aussi. Mes doigts trouvent le bord du dossier posé sur la table d'appoint. Je le glisse sur mes genoux. Et puis, il y a la question de ta propriété locative, ajoute Todd. Plusieurs voisins ont exprimé leurs inquiétudes. Ils disent que tu sembles instable. Vous avez terminé? Demandai-je. Ils échangent des regards. Personne ne répond. Parfait. Je me lève et me place au centre de la pièce.
Je ne vous ai pas invité aujourd'hui pour une réconciliation. J'ouvre le dossier et sors une pile de papier. Lorraine, on essaie juste de, commence maman. Il y a 3 mois, je l'interromps, Megan m'a envoyé ce message après que je lui ai annoncé que Chloé était en train de mourir. Je lève mon téléphone et lis. Je sais que c'est dur, mais certains d'entre nous ont encore une vie à vivre. Ma pendaison de crémaillère est importante aussi. Le silence tombe dans la pièce. Et ici, je continue en tapotant l'écran, voilà le message vocal de maman, le matin des funérailles de Chloé. J'appuie sur lecture. La voix de maman remplit la pièce. On a promis à Megan qu'on l'aiderait avec sa fête. Elle la prépare depuis des mois. Je suis sûre que Chloé comprendrait. Tante Mélissa se tortille sur son siège. Oncle Dave regarde ses mains. Je pose le téléphone et sors une autre pile de documents. Voici les relevés bancaires montrant les 2000 $ que je vous envoyais chaque mois, depuis 5 ans, y compris pendant les 3 mois où Chloé était en soins palliatifs. Je laisse les papiers tomber sur la table basse. Et voilà mes factures médicales de la même période. Todd me regarde enfin dans les yeux. Voici les images de vidéosurveillance d'il y a 2 semaines. Megan en train de briser mes fenêtres. Je pose une clé USB à côté des papiers. La police les a aussi. Je me tourne vers ma mère. Et voici ce que tu ne savais pas que j'avais. J'appuie sur lecture d'un autre enregistrement. La voix de maman. Lorraine a toujours été trop molle. Une fois que Chloé ne sera plus là, on contestera le testament de Dorothy. La maison aurait dû aller à Megan, de toute façon. Le visage de ma mère perd toute sa couleur. J'ai tout, maman. Chaque manipulation. Chaque mensonge. Les photos de la fête postées pendant les funérailles de ma fille. Les appels à mon propriétaire. Tout. Je vais jusqu'à la table d'appoint et reviens avec une pile d'enveloppes. Voici une ordonnance restrictive pour chacun d'entre vous. Je les distribue une à une. Voici une plainte pour dégradation de propriété, destinée à Megan. Et ceci. Je dépose le dernier document sur la table. C'est l'acte de propriété de la maison de grand-mère, que j'ai donné à la Fondation contre le cancer infantile. Oncle Pet se lève. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je l'ai déjà fait. Les papiers ont été signés hier. Maman se redresse, le visage déformé par la colère. Tu regretteras tout ça quand tu seras seule. Le rire qui m'échappe n'a rien de joyeux. J'étais déjà seule quand ma fille est morte. C'est vous qui l'avez voulu. Je traverse la pièce et ouvre la porte d'entrée. Notre famille est morte le jour où vous avez choisi une fête plutôt que les funérailles de ma fille. Ils sortent un à un, dans un silence choqué. Personne ne parle. Personne ne se retourne. Quand le dernier franchit le seuil, je ferme la porte fermement. Pas violemment. Juste, fermée. Je m'appuie contre elle et pousse un soupir que j'ai l'impression de retenir depuis des années. La maison est silencieuse, vide, mais d'une certaine manière, plus pleine qu'elle ne l'a été depuis des mois. Je traverse jusqu'à la fenêtre et les regarde partir, en file indienne, dans leur voiture. Leur visage figé par le choc. Les puissants sont tombés. Les manipulateurs démasqués. Une semaine plus tard, j'arrose les géraniums en pot sur mon perron quand le facteur remonte l'allée. Un colis pour vous, mademoiselle Bennett. Il me tend une grande enveloppe épaisse. Je reconnais immédiatement l'adresse de l'expéditeur, l'avocat de Megan. Le poids devrait m'oppresser, mais je ne ressens qu'un calme absolu en glissant mon doigt sous le rabat. Parfois, la paix véritable ne vient pas du pardon, mais du simple fait de tourner le dos. La peinture jaune beurre capte la lumière du matin alors que je passe mes doigts sur le mur fraîchement refait. Les dessins de Chloé, encadrés de bois simple, forment une galerie dans le couloir de ma nouvelle maison. Le poids dans ma poitrine s'est transformé au fil de l'année. Il n'a pas disparu, mais il est devenu autre chose, un compagnon plutôt qu'un fardeau. Mon téléphone vibre contre le comptoir de la cuisine. Lorraine, c'est Derek. Je repensais à cette idée de groupe de soutien. Je cale le téléphone entre mon oreille et mon épaule en arrosant les soucis en pot. J'ai déjà rédigé une première version de notre déclaration de mission. Bien sûr que tu l'as fait, répond-il en riant, un rire sans moquerie, seulement de la chaleur. Le centre communautaire a proposé de nous prêter une salle gratuitement, les mardis soirs.
Je jette un œil à mon ordinateur portable où s'affichent les mots « Après la perte, trouvez la force quand la famille vous abandonne ». Ça s'écrit tout seul, honnêtement. Les grilles du cimetière sont grandes ouvertes. L'air est vif, teinté des premières fraîcheurs d'automne. Contrairement à mes premières visites, où chaque pas semblait comme marcher dans du béton, mon pas porte maintenant une intention. La pierre polie apparaît devant moi, le nom de Chloé captant les rayons du soleil. Je m'agenouille dans l'herbe et dépose son dessin contre la stèle. Une figure de super-héroïne colorée au crayon, moi, dans l'imaginaire de Chloé, avec une cape et un sourire déterminé. Tu m'as rendue plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Les larmes viennent, mais elles ne m'engloutissent plus. De retour à la maison, je me change pour rejoindre mon groupe thérapeutique, 6 parents qui comprennent le chagrin unique de survivre à ses enfants. Pas de clichés, pas de pression pour aller de l'avant, juste une navigation honnête à travers un territoire impossible. Je reçois des messages de 3 amis différents. Les vrais. Ceux qui sont apparus après la tempête, qui respectent mes limites et m'offrent un soutien sans condition. La promotion à la revue médicale est arrivée de façon inattendue. Ton travail d'édition est devenu plus précis, m'a dit mon responsable, plus profond, d'une certaine manière. Plus tard, mon jardin se remplit de rires discrets. Derek et sa nouvelle épouse installent des tournesols autour de la pierre commémorative de Chloé. Mes amis du groupe thérapeutique arrivent, les bras chargés de plats fumants dans l'air frais du soir. À la famille qu'on choisit, déclare Carole en levant son verre. Pas celle dans laquelle on est né. Le crépuscule tombe doucement. À l'hôpital pour enfants, j'installe des fournitures artistiques pendant que des enfants, à divers stades de traitement, s'installent autour de la table d'activité. Une femme reste en retrait, dans l'embrasure de la porte, les yeux figés par ce regard que je reconnais immédiatement. Premier diagnostic ? Je demande doucement. Elle hoche la tête, les larmes menaçant de couler. Leucémie. Il y a 3 jours. Vous n'avez pas à répondre à tous les appels ni à accepter chaque gratin que l'on vous apporte. Protégez votre espace. Je la regarde dans les yeux. Certaines personnes feront de tout cela quelque chose qui ne leur appartient pas. Ses épaules s'abaissent légèrement. Personne ne m'avait dit ça. Vous m'avez fait me sentir moins seule aujourd'hui, murmure-t-elle avant de s'éloigner. La lettre recommandée arrive un mardi. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe de retour. Je l'ouvre calmement, parcourant des paragraphes de regrets, de douleur, de demandes de réconciliation. Je la classe sans y répondre, puis retourne au jardin. À genoux dans la terre, je plante une rangée de zinnias éclatant les fleurs préférées de Chloé. Leurs visages orange et rose se tourneront vers le soleil, tout comme elles le faisaient toujours. Sur la table du patio, une pile de pages de manuscrits fraîches se soulève au gré du vent. Construire des limites. Protéger votre paix, indique le titre. Mademoiselle Lorraine ? Une petite voix me fait sursauter. Lily, la fillette de 8 ans qui habite à côté, se tient à la barrière du jardin. Cette pierre, c'est pourquoi ? C'est pour ma fille, Chloé. Elle aimait les papillons. Elle est morte, demande Lily avec cette simplicité directe propre aux enfants. Oui. Le mot vient facilement, désormais. Elle inventait des chansons sur des catapultes et des balançoires. Lily touche doucement la pierre. Je parie qu'elle était gentille. La plus gentille, je réponds, et je me rends compte que je souris à ce souvenir. Je ne pleure plus. Mon téléphone sonne une semaine plus tard. J'arrose les géraniums en pot sur mon perron quand le facteur remonte l'allée. Un colis pour vous, mademoiselle Bennett. Il me tend une grande enveloppe épaisse. Je reconnais immédiatement l'adresse de l'expéditeur, l'avocat de Meghan. Le poids devrait m'oppresser, mais je ne ressens qu'un calme absolu en glissant mon doigt sous le rabat. Parfois, la paix véritable ne vient pas du pardon, mais du simple fait de tourner le dos. La peinture jaune beurre capte la lumière du matin alors que je passe mes doigts sur le mur fraîchement refait. Les dessins de Chloé, encadrés de bois simple, forment une galerie dans le couloir de ma nouvelle maison. Le poids dans ma poitrine s'est transformé au fil de l'année. Il n'a pas disparu, mais il est devenu autre chose, un compagnon plutôt qu'un fardeau. Mon téléphone vibre contre le comptoir de la cuisine. Lorraine, c'est Derek. Je repensais à cette idée de groupe de soutien. Je cale le téléphone entre mon oreille et mon épaule en arrosant les soucis en pot. J'ai déjà rédigé une première version de notre déclaration de mission. Bien sûr que tu l'as fait,
répond-il en riant, un rire sans moquerie, seulement de la chaleur. Le centre communautaire a proposé de nous prêter une salle gratuitement, les mardis soirs. Je jette un œil à mon ordinateur portable où s'affichent les mots « Après la perte, trouvez la force quand la famille vous abandonne ». Ça s'écrit tout seul, honnêtement. Les grilles du cimetière sont grandes ouvertes. L'air est vif, teinté des premières fraîcheurs d'automne. Contrairement à mes premières visites, où chaque pas semblait comme marcher dans du béton, mon pas porte maintenant une intention. La pierre polie apparaît devant moi, le nom de Chloé captant les rayons du soleil. Je m'agenouille dans l'herbe et dépose son dessin contre la stèle. Une figure de super-héroïne colorée au crayon, moi, dans l'imaginaire de Chloé, avec une cape et un sourire déterminé. Tu m'as rendue plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. Les larmes viennent, mais elles ne m'engloutissent plus. Je l'ouvre calmement, parcourant les paragraphes où elle parle de ses regrets, de sa douleur, de son besoin de réconciliation. Je classe la lettre sans y répondre et retourne à mon jardin. À genoux dans la terre, je plante une rangée de zinnias éclatants, les fleurs préférées de Chloé. Leurs visages orange et rose se tourneront vers le soleil, tout comme elle l'a toujours fait. Sur la table du patio, une pile de pages de manuscrits fraîchement imprimés se soulève doucement dans la brise. Construire des limites. Protéger sa paix, lit-on en titre. Mademoiselle Lorraine ? Une petite voix me fait sursauter. Lily, la fillette de 8 ans qui habite à côté, se tient à la barrière du jardin. Cette pierre, elle est pour quoi ? C'est pour ma fille, Chloé. Elle adorait les papillons. Elle est morte, demande Lily avec la simplicité directe des enfants. Oui. Le mot vient facilement, maintenant. Elle inventait des chansons sur les catapultes et les balançoires. Lily effleure doucement la pierre. Je parie qu'elle était gentille. La plus gentille, je réponds, et je réalise que je souris à ce souvenir. Je ne pleure plus. Mon téléphone sonne. Le nom de la coordinatrice de l'hôpital pour enfants s'affiche à l'écran. Lorraine, accepteriez-vous d'étendre votre programme artistique à nos autres établissements ? Les familles demandent sans cesse quand vous reviendrez. Alors que le coucher de soleil colore le ciel, j'arrose une dernière fois le jardin du souvenir. La photo de Chloé repose tout près, son sourire intact, figé hors du temps. Tu avais raison, ma chérie, je murmure à son image. Ça rend les gens heureux. Merci d'avoir lu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des histoires vraies et bouleversantes qui se passent autour de vous.